Déstockage Games. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter la Greasegun M3A1 de chez Ares. Et en deux versions finalement. Avant toute chose, je tiens à remercier Ares pour son soutien et Déstockage Games pour leur support. Vous pourrez retrouver ces deux entités dans la description. Et je remercie également le magazine Warsoft et Jacques Maraval. T'es sponsorisé par Internet Explorer aussi ? Parce que Warsoft est mort il y a plus de 10 ans maintenant. Bah ouais, je sais, il me devait d'ailleurs 1400 balles, hein. Arnaud, roi de l'assaut de... Stop avec les mots grossiers, tu vas encore te faire sauter la monétisation par YouTube. Il faut rester correct. Bon, pourquoi tu parles de Warsoft? Parce qu'ils m'ont permis d'avoir l'exemplaire ici présent en 2012. J'avais déjà pu présenter cette réplique sur ma chaîne en 2013, mais avec un son pourri, pas test de tir, donc je me devais de la refaire. Et sans comparer avec les versions de chez SNT, que je referai peut-être également un de ces jours. Je vais vous présenter la Greasegun M3A1 de la marque Ares, première version, ainsi que la Greasegun, la même, de la marque SNT. Ouais, c'était vraiment moche. Donc oui, je refais toutes mes anciennes vidéos, je me fous du nombre de vues que je peux perdre en refaisant le travail en mieux. Il existe donc deux versions de cette réplique, l'ancienne, la V1, et la nouvelle, la V2. La différence entre les deux, là vous ne la verrez pas, le lever d'armement et le faux recul de la culasse. Là ça bouge pas. Là ça bouge, donc V2. Et donc si j'en ai deux, c'est parce que j'ai une première version, celle de 2012, et la deuxième version que j'ai reçue dernièrement grâce à l'aide et le soutien d'Ares. Mais bon, historiquement parlant, là où c'est chiant, c'est que la Greasegun M3A1 a été fabriquée à partir de décembre 1944. Elle n'avait pas de levier d'armement, elle n'en avait plus car il n'était pas pratique et c'est pour ça qu'il a été dégagé. Bon, à part ça, pour reconnaître une M3A1 d'une M3, c'est la grande fenêtre d'éjection et le petit outil sur la crosse ici qu'on peut utiliser comme chargette. L'huilier sur le côté gauche a également disparu. Donc je disais, elle était fabriquée en décembre 44, donc elle est arrivée en Europe pour la fin de la guerre, mais pas avant. N'utilisez pas cette réplique pour faire de la Normandie, ni de la Hollande ou même Bastogne. Donc ne faites pas comme Band of Brothers. Ah shit! Oh surprise, une erreur dans Band of Brothers. Ce serait pas plutôt Band of Brerers finalement? Oh. Bon par contre dans Fury c'est ok, on est en avril 45, et puis évidemment toutes les guerres qui suivent. See that cover? Yeah. Open it. Now you killing. Close it up. No you ain't. Bon, revenons à nos moutons. J'ai viré le lever d'armement. Et ça, j'avoue, c'était le principal frein pour pouvoir acquérir cette réplique. J'avais peur de pas pouvoir le faire. Le lever d'armement d'origine sert de sûreté. Quand on le met en arrière, il appuie sur une clavette qui bloque mécaniquement la gearbox. Mais comment enlever ce truc? J'ai démonté le levier. La partie centrale, c'est une vis. J'ai donc utilisé une petite pince. Et ensuite, j'ai rebouché le trou avec du millipu pour maquettiste. Stop YouTube, c'est pas une insulte, c'est un produit de chez Tamiya. Ça, là, c'est du bicomposant. Voilà. Et bon chewing-gum. Et donc, selon mon traducteur préféré, ça veut dire prostituée pour militaire. Attends, c'est qui a fait ça? C'est DeepL? Ah non, c'est pas DeepL, c'est DeepT pour Deep Throat. Si j'arrive encore à avoir la monétisation avec toute cette série de conneries, j'aurai de la chance. Donc j'ai appliqué ce petit produit et une fois sec et poncé, j'ai fini avec du mastic pour maquette. Façon enduit glissage pour un mur par exemple. Et ensuite j'ai repeint l'ensemble de la pièce, ici que j'avais démonté, d'abord en noir, puis en vert foncé. Mais ce n'est pas de l'olive drab, c'est du vert allemand que j'ai utilisé qui ressemble plus à la couleur d'origine. Et où je sais qu'en vrai les armes, les Greasegun étaient phosphatées, mais nous avons ici une réplique en Zamac à 90% où on a quasiment rien qui est aimant. À part moi, j'attire tout le monde, je suis un bon amant. Non, tu n'attires pas le monde, c'est parce que tu es gros, donc tu déformes l'espace-temps en provoquant une attraction des corps plus légers que toi. C'est de la physique. La version 1 a une sûreté aussi, c'est la fausse culasse, ainsi que le capot. Mais sur la version 2, comme j'ai viré le lever d'armement, je n'ai plus de sûreté. J'ai lu sur une review qu'il y en avait aussi un système de sûreté avec le capot de culasse.
Bah, ça fonctionne pas chez moi, ou alors l'option n'a pas été gardée, ou elle n'a jamais fonctionné sur ce modèle. Bon, après j'ai un petit truc qui me rassure sur la sécurité. Si vous enlevez le chargeur, vous ne pouvez plus tirer, je vous le garantis. Pourquoi? Parce que c'est une réplique électrique et que la batterie est dans le chargeur. Avantage, oubliez vos problèmes de batterie en partie, sauf si vous êtes un gros bourrin, ou que vous avez comme moi des batteries de merde. Inconvénient, déjà que les chargeurs ne sont pas bon marché, 40 € à l'heure actuelle, en plus faut rajouter la batterie. Donc la réplique, qui coûte entre 300 et 350, on rajoute 50 € par chargeur environ, plus les batteries. Commence à chiffrer quand même. Vous ne pourrez pas trouver neuve la version 1, elle n'est plus commercialisée. Mais bon, pas grave finalement. Comme j'ai pu vous montrer, c'est possible de virer le levier d'armement. La réplique est livrée dans une boîte en carton sobre glissée dans une mousse. Hop, elle est livrée avec un chargeur, heureusement, une tige de nettoyage que je vais virer, elle est plus là, un bébé loader comme ça, en tige, pour trimballer dans les porte-chargeurs, c'est pratique. Et une notice. Marrant parce que les visuels, autant pour la boîte ici que pour la notice, c'est la première version, ils n'ont pas été mis à jour avec le levier d'armement. Assez rigolo quand même, parce que c'est un peu de la publicité mensongère. J'ai cru que je recevais la version 1 du coup. J'ai été enduit d'erreur. Induit en... Oh, je sais plus. Fuck. Et dans le pack, on n'a pas de batterie. Et ça, c'est dommage, parce que ça aurait été cool d'en fournir une, quitte à faire un partenariat avec un fabricant de batteries, par exemple. Pour les batteries, je vous invite à vous tourner vers Destockage Games. Ils ont ce qu'il faut en stick. En stock, enfin en stock de sticks pour aller là-dedans. Après le choix des batteries, à voir si vous aimez les NiMH ou les LiPo. Je conseille plutôt 7.4 en LiPo, vu que les chargeurs ont peu de billes, 65. Et pour être réaliste sur la cadence, une 11.1 n'aurait pas trop de sens. Bon, sinon il y a les batteries Yamaha, mais ça a un petit peu du mal à rentrer, et ça plaira pas forcément aux voisins. Avec une 11.1, que j'ai la flemme de rentrer dedans, ça donne ça. On est sur un niveau machine à coudre là quand même. Hein. Ça sent un peu le chaud. Je crois que c'est pas trop fait pour en vrai. Pas d'origine en tout cas. Ça c'est quand même plus réaliste, c'est plus rigolo même. Au niveau de la couleur, elle a une très jolie couleur vert olive. Très réaliste avec une petite couche de noir sur le bouton d'éjection du chargeur. Et puis le chargeur en lui-même évidemment. On a des marquages sur le côté gauche du puits de chargement. Marquage totalement réaliste et très fin. Et le numéro de série par contre est identique à chaque réplique. Donc j'ai le même entre les deux. Il y avait un petit autocollant avec le numéro de chez Ares propre à la réplique, juste à l'avant de la détente ici. Mais au premier démontage, l'étiquette s'en est allée. En plus, elle était flashy, donc pas réaliste. La réplique pèse 2,9 kg sans chargeur, et le chargeur fait 300 grammes avec une batterie dedans. Du coup, si on fait le calcul, ça nous fait une réplique à 3,2 kg. Lorsque l'arme originale fait 3,6 kg à vide. Donc on est proche du vrai poids, c'est un bon point. Contrairement à mon embonpoint certain sur mon vrai poids. Ce n'est vivement que je reprenne le sport. Et qu'est-ce qui t'en empêche? Un vrai travail de chef de projet qui me permette de payer mes factures et le staff que je présente avec tous mes accessoires. Contrairement à YouTube qui pour moi est un modèle économique qui a toujours été à perte. En parlant d'accessoires, vous ne pourrez pas en rajouter des masses. La bretelle du SM1 utilisée ici est prévue aussi pour la Grease Gun. Ils ont repris. Et on peut également rajouter un sac porte-chargeur ou une musette GP au choix. En revanche, prenez pour le modèle Thompson. Pour le sac en bandoulière, pour faire du seconde guerre. Le porte-chargeur spécifique Grease Gun semble n'être arrivé qu'après 1945. En vrai, j'ai aucune photo d'un sac Grease Gun avant 1945. Les chargeurs en métal, comme le reste de la réplique, je le disais, peuvent accueillir 65 billes. Et ça me fait toujours marrer de dire accueillir des billes, genre c'est un centre d'accueil. Par contre, attention, j'ai déjà eu des problèmes avec plusieurs d'entre eux. En effet, on a des lamelles sur le dessus, et à force, elles ont tendance à se tordre. Et le contact ne se fait plus avec le contacteur qu'on a dans la réplique. Et le sans contact, ça ne fonctionne que pour acheter des trucs, pas pour tirer des billes. Mais pour tirer un coup, on aime le contact. Donc quand vous voulez retordre les lamelles dans le bon sens, et il ne faut pas prendre un tournevis et faire le contact entre les deux lamelles avec une batterie branchée. Non, il ne faut pas, sinon ça fait une jolie étincelle et de la fumée blanche.
Par contre, j'avais pu mettre de la mousse isolante sous les lamelles pour les garder les plus tendues possibles, comme Natacha. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je te dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. Même un bout de caoutchouc pour caler les lamelles. Après, je parle d'électricité. La Grease Gun ici que vous voyez, c'est une première version. Mais en fait, c'est ma deuxième. Pourquoi? Parce que la première, elle a mal fini. Et en fait, j'en avais marre de travailler dessus, je l'ai revendue à un pote bricoleur parce qu'elle avait un court-circuit dans le système. La moindre batterie qu'on branchait se mettait instantanément à chauffer et à fumer. J'en ai cramé 2 ou 3 des batteries comme ça. Heureusement, c'était du NIMH. La lipo, j'aurais pas fait le fier. Autant dire qu'elle m'en a fait perdre du fric. Et j'ai jamais compris pourquoi il y avait un problème. J'ai démonté, remonté et à chaque fois, je ne trouvais pas l'origine. Peut-être un fil dénudé qui tapait sur la carcasse. Je sais pas. Et à force, j'en ai eu marre, j'en ai racheté une neuve chez Sweet Airsoft et maintenant, celle-là n'a plus aucun problème. Du coup, j'en ai 2 neuves, une de chaque version. Alors laquelle je préfère? Nativement, aucune des deux. Mais une fois que le levier d'armement est enlevé proprement, je préfère la deuxième version qui est plus réaliste vu qu'elle a l'électric blowback, contrairement à la première. Après, j'ai quand même l'impression qu'elle a besoin d'une révision au niveau de la gearbox. Les engrenages, au niveau du bruit, ils ont l'air de souffrir un peu, parce que le son n'est pas terrible finalement. Mais je suis traumatisé par le démontage de cette Grease Gun, j'ai trop peur de retomber sur mon premier problème. D'ailleurs, il y a un défaut qui pourra vous pourrir la vie. La réplique ne tire qu'en full, pas de semi possible. En quoi c'est gênant, me direz-vous, vu que c'est réaliste? Eh bien, si vous restez bloqué dans un cycle, genre comme ça là, il peut arriver que vous ne puissiez plus continuer ce cycle parce qu'il n'y a pas assez de patates. Et s'il n'y a pas de semi, vous ne pourrez pas débloquer la réplique, comme ça pourrait le faire sur une gearbox normale. Seule solution, j'ai essayé avec plein de trucs mais ça marche pas, il faut faire un petit démontage rapide. On enlève le capot ici, en enlevant cette partie là, qui est juste coincée. On enlève les vis qu'on a sur les flancs, puis une vis qu'on a sur le dessous, sur la partie qui contient les engrenages. La gearbox est en 2 parties. D'abord le dessus avec le piston et le ressort le dessous avec les engrenages. Et en desserrant un peu la vis qu'on a sur le dessous, on va pouvoir dégager un peu la partie qui contient les engrenages et vous pourrez décompresser le piston qui est en tension au-dessus parce que les engrenages ne seront plus en contact avec ce piston. Ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est extrêmement relou, même avec une batterie plus costaud type 11.1, ça ne se débloque pas. On va maintenant passer au test chronie avec des billes à la 0.20. Aïe, ça pique un peu. C'est de la sortie de boîte. Faudra changer de ressort pour pouvoir jouer en full dans toutes les associations ou presque. Bon, vu que j'ai pas trop le temps de jouer, je vais pas changer le ressort tout de suite. Donc on passe au test de tir à la 0.25 sur une cible à 40 mètres. Et enfin un test de portée avec cette même puissance. Je teste que la dernière version parce que la première au niveau interne est sensiblement identique. Mais je préfère vous montrer avec la version culasse mobile. Et la seule que vous pouvez trouver dans le commerce aussi. On peut constater que le tir est bien tendu quand même. Comme Natacha. En revanche, la précision est moyenne au-delà des 40 mètres. Il vous faudra plusieurs billes pour toucher un bonhomme. La cadence de la version Electric Blowback est un poil inférieure à celle de la AEG classique, à cause du faux capot de culasse qui a entraîné avec. Le réglage du hop-up se fait par la fenêtre d'éjection et on a une petite double flèche et un U derrière, un D devant. Alors soit je suis débile, soit c'est indiqué à l'envers. Up, normalement c'est pour monter le tir. Pour ça, on pousse le levier vers l'avant. Donc, dans le sens du D. Pour descendre le tir, il faut tirer vers soi, donc
vers le U. Mais vous pourrez facilement monter jusqu'à de la 0,40 g avec cette réplique, hop-up presque à fond, ça le fait. Le tir se fait finalement plus facilement en mode instinctif, avec contre-visée, qu'avec les organes de visée en eux-mêmes qui sont très rustiques. Bah ouais, on a une mini poêle à frire avec un trou au milieu et un cure-dent de l'autre. Et problème, le guidon à l'avant, il est trop petit. Il faudrait qu'il fasse quelques millimètres de plus pour être juste, donc on doit contre-viser. Sauf si on veut tirer en cloche, ou sur les cloches si vous visez une église, mais ce n'est pas correct, il faut être cloche pour s'attaquer à des lieux religieux. Mais c'est quand même un régal de tirer avec cette réplique qui fait quand même pas mal de bruit. Vous allez pouvoir faire un malheur sur vos parties fin de guerre ou guerre de Corée. Des répliques comme ça, j'en veux encore et encore. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, un commentaire et partagez cette vidéo. Je remercie encore Desogage Games et Ares pour leur soutien. Vous pourrez retrouver tous les liens en description. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous un de ces jours pour de nouvelles vidéos. Salut! Bonjour à tous. Oula, le gros anachronisme.